Donc, tout d'abord, je vous remercie de participer à ce webinaire, à cette formation. Alors, certains sont peut-être déjà des habitués, ont participé à d'autres présentations, mais là, ça va être une présentation un petit peu différente puisqu'il s'agit de reprendre réellement mon activité de base, qui est une activité de formation, et donc de vous présenter de manière très très concrète des utilisations d'Excel avec, dans certains cas, à la fois des astuces, des choses que j'ai pu grappiller, notamment sur des sites américains. Voilà, donc c'est 1 heure de technique. C'est la première session de quelque chose qui va être un petit peu nouveau pour vous. Alors, Excel pour tous, Airform, la société, c'est avant tout une société de formation. Moi, je fais de la formation en présentiel depuis allez, plus de 35 ans maintenant. Et c'est la passion de la formation, de partager ses connaissances et de voir les gens progresser et découvrir plein de choses, notamment sur des outils comme les outils tableurs qui sont parmi les plus utilisés. Notre but, ça va être de changer un petit peu la façon de travailler. Donc, Excel pour tous fait de la formation, on est un organisme de formation, on est datadocké, on est certifié, on est en train de passer la certification Calliope. Et on fait également, on a construit des formations en ligne, notamment à destination des demandeurs d'emploi, mais pas que, aussi des auto-entrepreneurs, etc. Et là, en fait, on est en train de rajouter des mini-sessions de formation comme celle qu'on va passer ensemble cet après-midi, avec des thématiques très particulières. Parce que dans les remarques qu'on a déjà eues de par nos clients ou des gens qui ont assisté à certaines de nos présentations, eh bien, soit ils trouvent que la formation, ça va être trop long, ils n'ont pas le temps, etc. Par contre, ils ont quand même des problèmes à résoudre. Donc, on va faire des choses très thématiques. Donc, par exemple, la prochaine session de formation, elle portera essentiellement sur la fonction si. Comme je vous l'ai mis dans le dernier mail, ou dans un des derniers mails, on vendra ces sessions de formation à 20 € hors taxe, donc soit 24 € TTC, pour une session de formation de 2 heures, et sans engagement ultérieur, avec accès au replay pendant 7 jours. Voilà, ces sessions de formation seront intégrées complètement dans nos formations, et ça permettra notamment aux gens qui ont pris tous les packages de bénéficier à la fois des nouveautés, puisque Excel, c'est un produit qui est très vivant et pour lequel il y a toujours des nouvelles syntaxes. Et dans toutes les sessions de formation, je m'attacherai à rajouter les nouvelles fonctions quand elles seront en lien avec ce qu'on est en train d'étudier dans la session, ou les nouveaux modes de calcul. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, et je pense qu'on n'est pas très nombreux à faire ça sur le marché de la formation. Donc voilà, bon, alors maintenant on va directement attaquer, et eh bien, je vais basculer sur Excel. Et voilà un petit peu le menu de cet après-midi. Alors déjà, la première chose, ça va être le calcul matriciel. Alors certains d'entre vous ont peut-être entendu parler dans les versions précédentes d'Excel de ce qu'on appelait le calcul matriciel. Le calcul matriciel dans les versions précédentes d'Excel, c'était le fait de dire qu'un ensemble de cellules était calculé par une seule formule, une formule qui était commune. Donc, on faisait du calcul matriciel pour faire usage, par exemple, de la fonction transpose. Il y avait aussi la fonction fréquence qui nécessitait qu'on fasse du calcul matriciel. Puis après, on pouvait faire du calcul matriciel à des tas d'autres moments. Il y avait des fonctions somme-produit qui, elles aussi, pouvaient donner lieu à l'utilisation du calcul matriciel. Mais ce n'était pas très simple à faire, parce que pour valider un calcul matriciel, il fallait faire majuscule, contrôle-entrée, et après, l'ensemble des cellules était déterminé d'une manière unique. Donc, ce n'était pas très simple. Grande révolution dans la version Office 365. La version donc, que j'utilise, c'est la version actuelle, la plus actuelle du package Office. C'est la version qui est diffusée, entre guillemets, en mode SaaS
par Microsoft sur abonnement, donc pour lesquels on a des mises à jour permanentes qui peuvent s'effectuer. Ça n'est pas la version. Donc la dernière version boîte, hein, si vous êtes allé dans un magasin X ou Y et que vous ayez acheté une boîte contenant une licence d'Excel, on vous aura vendu la version 2019. Je crois que sur les Macintosh, c'est pareil. Là, il s'agit réellement de versions qui sont diffusées sous forme d'abonnement. Donc, c'est Office 365. C'est ce qui vous donne accès. Dans le même package, vous avez la totalité d'Office et vous avez aussi la possibilité d'utiliser Teams d'une manière professionnelle comme je le fais. Au passage, pour les demandeurs d'emploi, c'est important de commencer vraiment à vous mettre, enfin pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on va aller de plus en plus vers du télétravail et commencer à travailler avec des outils comme Teams, de mon point de vue, c'est fondamental. Dans des domaines un petit peu avancés, les gens utilisaient beaucoup Slack, qui sont des outils de collaboration. Teams, en fait, c'est un mélange de Slack et de Zoom. Et c'est franchement pas mal. On verra un peu plus tard, hein, dans les autres sessions, peut-être parce que je suis aussi en train de me former. On verra comment mieux l'utiliser, notamment pour partager des documents. Hein, mais en tout cas, il faut savoir que la séance qu'on est en train de faire, elle est enregistrée. Et ça, c'est de manière native avec une super qualité par Teams. Alors, donc, je vous parlais du calcul matriciel. Le calcul matriciel, le principe, c'est ça. Le calcul matriciel, c'est le fait de se dire que on a une formule de calcul. Alors, si on reprend avant, là, j'ai des textes. Hein. Mettons, j'ai kiwi, ananas, fraise. Et je veux, dans une autre colonne, alors là, je le fais juste à côté, mais ça pourrait être dans une autre feuille de calcul, dans un autre classeur, récupérer cette information, je vais simplement écrire, je vais faire égal, et puis je vais aller cliquer sur cette cellule. Et en faisant ça, j'écris une formule. Donc, la formule qui lui dit, je reprends exactement ce texte. Et pour pouvoir reproduire ça sur les cases du dessous, là, je vais effacer complètement. Pour pouvoir reproduire ça sur les cases du dessous, eh bien, je prends la poignée de recopie et je recopie ma formule. Donc, dans les versions, entre guillemets, actuelles d'Excel hors Office 365, quand on fait un calcul, c'est comme ça qu'on doit procéder. J'écris ma première formule et cette formule, je la recopie autant de fois que nécessaire. Ici, vous avez des formules qui sont écrites et en fait, on voit que dans la mesure où on a recopié, on a à chaque fois une formule différente puisqu'il a modifié les coordonnées. Bon, là, normalement, vous connaissez le principe des coordonnées relatives, coordonnées absolues. Quand je suis ici et que je dis à Excel, je vais chercher la cellule A3, en réalité, ce que mémorise Excel, c'est je prends la cellule qui se trouve sur la colonne précédente, sur la même ligne, et c'est exactement ce texte qui est reproduit par Excel, et donc quand il est ici, il prend la valeur qui se trouve sur la colonne d'avant et sur la même ligne, donc c'est bien la cellule A4. C'est ça qu'on appelle des coordonnées relatives. Dans la nouvelle version d'Excel, pour faire ce même calcul, eh bien, on fait les choses d'une manière complètement différente. On va simplement avoir besoin de lui désigner le champ. Donc, je vais écrire la formule. Hein, bon, j'efface ce que j'avais auparavant. Donc, cette formule, et c'est ça vraiment la nouveauté du calcul, je vais faire égal et je vais non pas lui désigner une cellule, mais je vais lui désigner un ensemble de cellules. Donc, au lieu de faire égal à 3, je fais égal à 3, 2 points à 5. Et là, je vais valider. Avant, quand on faisait du calcul matriciel, eh bien, pour valider, on faisait majuscule, contrôle, entrée. Ici, dans cette nouvelle version, on a besoin simplement de faire entrée. Et là, vous voyez que tout seul, Excel a recopié, en fait, la formule. Alors, si vous regardez dans la barre de formule, ici, j'ai ma formule qui est égale à 3, 2 points à 5, qui est en noir foncé. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à distance. Et si je me déplace ici, je vois que j'ai la même formule exactement. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'adaptation. Mais par contre, c'est une formule qui est grisée. Tout simplement, Excel m'indique qu'il a ici une formule de calcul qui est une formule matricielle.
et que cette formule, en réalité, elle n'est pas contenue dans cette cellule-là, mais elle est entièrement contenue ici. Donc tout à l'heure, quand j'ai effacé, j'ai sélectionné et j'ai la totalité, j'ai tout effacé, mais en réalité, si j'efface cette cellule-là, c'est la totalité des cellules qui en dépendaient qui s'est retrouvée effacée. Donc je vais recommencer, égal, et puis ça, et ça plutôt, les cellules d'à côté, mais c'est pareil. Et là, vous voyez que il m'a bien renseigné la totalité du champ en prenant autant de cellules que ce que j'en avais ici. Donc ça, c'est le deuxième point. Non seulement la formule, elle est comprise dans une cellule et une seule, mais ensuite, Excel va la recopier, c'est lui qui va déterminer le champ qu'il doit remplir. Alors, on verra un peu plus tard dans les utilisations qu'on fera que combiné avec l'utilisation des tableaux, donc quand on travaille dans la gestion de données dans Excel, eh bien c'est particulièrement puissant parce qu'on a des champs et des formules dont la superficie va s'étendre toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas en réalité à recopier, c'est lui qui se débrouille et il va remplir. C'est une notion de remplissage qu'on a. Il va remplir le champ, l'étendre autant que nécessaire pour le faire. Et on voit ici, alors j'utilise égal formule texte qui me permet dans une cellule d'afficher le contenu d'une formule. Bien, vous voyez que j'ai bien ici une formule et dans les cellules d'à côté, il me dit que c'est non disponible tout simplement parce que cette cellule-là n'a pas de formule. Donc la formule, elle est contenue dans une cellule et une seule ici. Donc c'est vraiment ça la grande nouveauté dans les schémas de calcul d'Excel et ça va permettre de revoir tout un paquet de notions qu'on avait avant dans Excel d'une manière assez fantastique. Notamment sur tout ce qui est coordonnées relatives, absolues, ça permet de transformer pas mal de choses. Alors, ça va certainement encore beaucoup évoluer dans les temps futurs parce que toutes les fonctionnalités d'Excel ne sont pas encore tout à fait capables de prendre en compte ces possibilités, notamment dans la gestion des noms, notamment dans les formats, dans les mises en forme conditionnelles, dans les validations, etc. Mais je pense que les travaux sont en cours et c'est assez important. Alors, si on reprend, donc le principe, c'est que dans tous les calculs où Excel s'attend à avoir une valeur unique, et quand je fais égal à 3, 2.5, ben, ici, normalement, Excel ne s'attend à avoir qu'une seule valeur. Donc, dans les anciennes versions d'Excel, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait marqué kiwi. Il faisait l'intersection de la colonne que j'utilisais, enfin de la portion de colonne que j'utilisais dans mon calcul avec la ligne sur laquelle il était positionné. Et donc, il m'aurait donné égal à 3, 2.5, il m'aurait donné kiwi de la même façon. Mais ce qui est vraiment important, c'est ici qu'il a étendu. Donc, de partout où il s'attend à avoir une valeur unique, quand on lui présente un ensemble de valeurs, s'il peut étendre, alors il considère qu'il doit étendre le calcul. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait ici. Donc, le principe, c'est de se dire qu'il fait comme s'il avait une seule cellule. Il prend la cellule qui correspond à ce qu'il peut utiliser en utilisant les principes d'intersection comme auparavant. Et derrière, eh bien, il recopie ça d'une manière automatique. Il étend ça, et ce principe de calcul, de partout. Alors, il y a un élément corollaire, c'est qu'il y a des nouveaux messages d'erreur qui vont arriver. On a le message éparse. Là, j'ai refait encore une fois la même chose. C'est égal et puis B3 de point M5, bon, c'est pareil que A3, A5. Et cette fois-ci, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette cellule ici est remplie, elle contient un texte. Et dans ce cas-là, il ne peut pas étendre. Donc, il me donne ce message d'erreur pour m'indiquer qu'il ne peut pas le faire. Si je vide automatiquement, il a redimensionné. Donc, vous voyez, enfin, il a redimensionné, il a recopié les choses. Alors, je vais laisser le message d'erreur, parce que, comme c'est ce classeur que vous aurez, c'est bien que vous ayez le message d'erreur à votre disposition. Comme je vous le disais, en fait, il ne fait pas tout. Donc, quand on a des formules de calcul, quand on récupère des valeurs numériques, il n'en récupère pas le format, c'est bien une formule de calcul.
au sens habituel des formules de calcul. Les formats conditionnels ne sont pas vraiment capables d'utiliser les champs entre guillemets dynamiques et très souvent on est obligé de passer par des champs nommés. Donc ça suppose de maîtriser complètement le fait de nommer des champs. Alors, première petite question, est-ce que vous avez bien compris de quoi il s'agissait là, donc là, vous pouvez me répondre dans le système de chat. Dites-moi si c'est OK ou s'il y a des points qui vous posent problème déjà sur cette partie. Parce que c'est vraiment un point... alors, je peux effectivement agrandir quand je serai en train de travailler. Ouais. Je vais pouvoir zoomer, ça devrait être un peu mieux. Ça devrait être un peu mieux. Alors après, effectivement, ça dépend des dimensions d'écran que vous avez. J'espère que vous êtes tous sur des ordinateurs et pas sur des téléphones. Parce que sur des téléphones, là, c'est quasiment impossible. Donc c'est bon, manifestement, c'est bon, c'est assez clair. Donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très très important parce que vous allez le retrouver. Alors moi personnellement, avant, j'utilisais de temps en temps le calcul matriciel. Le calcul matriciel, si j'avais mon texte ici, je vais vous présenter le calcul matriciel à l'ancienne mode. Donc là, j'ai mon texte et donc la même formule. Il aurait fallu que je sélectionne tout ça et que je fasse égal. Et puis, je sélectionnais l'ensemble des cellules. Et là, je faisais majuscule, contrôle-entrée. Et j'obtenais un calcul qui était mis, donc c'est en gros le même calcul que celui qu'on avait en dessus, qui était mis entre accolades. Et c'est ça qu'on appelait le calcul matriciel. Alors, Michel, on ne peut pas encore télécharger le fichier. Le fichier, je le mettrai en téléchargement avec le replay. Alors déjà, tout simplement parce qu'en fonction des questions que vous allez peut-être poser tout à l'heure, il y aura des améliorations. Et puis, je veux qu'il soit à la fois bien fait et tout centralisé. Donc, ce fichier, vous pourrez l'avoir, bien sûr, dans sa totalité. Donc là, calcul matriciel, je fais le commentaire, calcul matriciel à l'ancienne. Hop. Une des particularités de ce calcul matriciel à l'ancienne, c'est que ça mettait en protection l'ensemble des cellules. C'est l'ensemble de ces cellules qu'il fallait effacer. Si je veux n'en effacer ou n'en modifier qu'une seule, je ne peux pas le faire. Là, je suis en train d'essayer d'effacer. Alors, c'est vrai que j'utilise le raccourci clavier, mais si je fais clic bouton droit et là, je dois avoir effacé le contenu, je ne peux pas. Ça, c'est une des caractéristiques du calcul matriciel. Donc, on pouvait le faire déjà. Il y avait des choses qui ressemblaient un petit peu, mais là, ça a été très largement simplifié. Donc, je fais en même temps la présentation, parce que je vais pas forcément avoir beaucoup de temps après coup si je veux pouvoir vous le diffuser rapidement. Alors, donc si c'est bon pour cette partie-là, eh bien, maintenant, je vais vous montrer l'incidence sur des formules de calcul. Alors ici, j'ai un tout petit tableau avec des produits qui ont été vendus. Vous voyez que ce sont des fruits. On en a vendu pour 10 000, 12 000, 14 000, 13 500 €, etc. Et ce qu'on veut, c'est simplement avoir la conversion de ces montants en dollars. Donc pour ça, j'utilise le taux de conversion. Donc c'est un exemple qui est vraiment très très simple. Donc là, je vais vous présenter à la fois le calcul à l'ancienne et puis derrière le nouveau calcul. Donc le calcul à l'ancienne, c'est tout simplement la multiplication, ce montant-là, le montant de mes ventes multiplié par le taux de conversion. Et comme je sais que je veux recopier cette formule en dessous, il faut que je fige le taux de conversion. Donc, pour ça, je mets les dollars. Bon, je vous rappelle qu'on peut le faire en faisant F4. Et puis derrière, je recopie. Alors, je vais le faire en direct. Je vous ai présenté le calcul. Donc là, je vais faire tout simplement égal. Et puis ça multiplié par le taux de conversion. Quand je suis sur le taux de conversion, je fais F4. Donc, il me met $Q, $6. Et donc, ce montant, c'est bien le montant en dollars. Et donc, quand je vais recopier, j'ai recopié. Alors là, j'ai recopié la formule, le format également, c'est pas grave. Ne recopier que les formules, recopier les valeurs sans la mise en forme. Et voilà.
Donc, j'ai bien ma formule, j'ai été obligé de travailler en deux temps. Ici, vous voyez que vous avez une formule qui est complètement différente, donc ça va être un petit peu plus compliqué de mon point de vue à lire et à comprendre. Enfin, au moins au début, pour tous les gens qui, comme moi, ont l'habitude de l'ancienne forme. Ma formule, c'est tout simplement, je prends l'ensemble des valeurs, et c'est cet ensemble que je multiplie par mon taux de conversion, donc multiplié par U6. Et là, vous voyez que c'est plus simple, tout simplement parce que quand je vais valider, il aura recopié l'ensemble. Alors, j'efface, hein, même chose que tout à l'heure, et je vais faire égal l'ensemble multiplié par le taux de conversion, et là, je ne me soucie pas de mettre des dollars. Et vous voyez, alors bon, le format avait été fait avant. Et vous voyez qu'il a bien fait le même calcul de partout. Et ma formule, cette fois-ci, c'est une formule unique. Alors, ça, c'est quelque chose qui est déjà assez intéressant parce qu'on n'a plus vraiment à s'embêter avec les coordonnées relatives absolues. Alors, bon, il y a toujours des moments où on en aura besoin. Est-ce que c'est assez clair, encore une fois, hein? Parce que là aussi, c'est vraiment le premier calcul. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré le principe. C'est un ensemble de cellules déterminées par une formule unique. Et là, on a vraiment quelque chose qui est assez puissant. Hein, alors bon, j'ai vu un génial. Alors bon, celui qui m'a dit génial, eh bien, tout à l'heure, il va battre des deux mains parce qu'il y a vraiment des fonctions assez extraordinaires. Dès qu'on travaille avec des filtres, avec des classements, là, bon, c'est pour ça que je voulais faire cette présentation, parce que il y a vraiment des fonctions géniales qui sont sorties. Et même dans les schémas de calcul, hein, il y a des choses que avant on s'embêtait à les faire, et là c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va revoir un calcul encore un petit peu plus compliqué, toujours le même principe. Ah, Alpha qui me dit dommage que j'ai pas la version 365. Alors, il faut savoir déjà que pour vous entraîner, vous pouvez télécharger des versions d'essai. Hein. Là encore, nous, c'est ce qu'on dit, parce que les gens à qui on vend les formations nous disent « mais j'ai pas la bonne version, etc. J'ai une version 2010, etc. » pour 10 000 raisons, notamment le fait que c'était le copain d'un copain ou un gamin étudiant qui avait la version. Bon. Pendant un mois, vous pouvez télécharger les versions d'essai. Après, vous avez la possibilité, avec des coûts qui sont relativement faibles, hein, parce qu'il me semble que les premières versions, ça doit commencer à 7 € par mois. Si on doit réellement travailler sur ces versions et s'entraîner, ça peut valoir la peine. Et puis, il faut savoir que ce sera certainement intégré dans les prochaines versions boîte. L'avantage de la version 365, c'est que selon le canal de distribution qu'on a pris, bon, nous on a un canal entre guillemets professionnel où on est mis à jour tous les 6 mois. Il y a un canal de testeurs qui est mis à jour tous les mois. Ça permet effectivement d'avoir toutes ces fonctionnalités très très rapidement. En entreprise, là encore, ça dépend de la taille d'entreprise. Hein. Si vous êtes une entreprise avec 2 ou 3 000 postes, c'est évident que ce n'est pas gratuit. Mais dans des petites boîtes, parfois, certaines fonctionnalités font gagner des heures, voire des jours de travail. Alors, je vais vous montrer ce calcul. Alors, c'est en gros le même calcul que celui que je faisais ici, mais mon but, ça va être d'avoir une seule formule, celle-ci, que je vais recopier sur l'ensemble. Donc, ça va m'obliger à jongler avec des coordonnées semi-relatives, semi-absolues. Alors, vous voyez au passage, pour ceux pour qui ce n'était pas très très clair, les coordonnées relatives, les coordonnées absolues, hein, je vous rappelle que le dollar se positionne de manière automatique quand on fait F4 devant la portion de la coordonnée qu'on veut garder figée. Donc $Q, ça veut dire que je garde le numéro de colonne figé, $6, que je garde le numéro de ligne. Ici, vous voyez que des dollars, vous n'en avez pas de partout. Donc, ma formule, si je la réécris, je vais effacer tout ça. Bien, ma formule, c'est tout simplement, je vais prendre ce montant-là et je vais le multiplier par le taux de conversion. Mais au moment où j'écris ma formule, eh bien, il faut que je réfléchisse déjà à ce qui va se passer quand je vais recopier. Alors, le 10 000
Quand je vais recopier vers le bas, je veux que Excel modifie, donc il faudra qu'il modifie le numéro de ligne, mais par contre, il ne faudra pas qu'il modifie le numéro de colonne, parce que quand je vais recopier cette formule, si je veux avoir une formule unique, quand je vais recopier cette formule vers la droite, eh bien, il faudra qu'il me conserve la référence à la colonne P. Donc, je vais appuyer plusieurs fois sur F4. La première fois, il me met $P et $22. Ça signifie qu'il bloque à la fois la colonne et la ligne. Si je refais F4, il me met P et $22. P et $22, ça va indiquer à Excel qu'il va falloir conserver le numéro de ligne et pas le numéro de colonne, donc c'est pas ce que je veux. Et $P22, $P, ça signifie qu'il conservera lorsque je vais recopier le numéro de colonne. Donc quand je recopie vers le bas, ça n'aura pas d'incidence. Par contre, quand je vais recopier vers la droite, ça voudra dire qu'il fait toujours référence à la colonne P. Et le 22 sans avoir de référence signifie de dollars, signifie que quand je vais recopier vers le bas, il va bien migrer 22, 23, 24, et c'est bien ce que je veux qu'il fasse quand je serai ici. Donc je vais faire ça, multiplier par ce montant-là, et là, pour le taux de conversion, j'ai le problème inverse, c'est-à-dire que quand je veux recopier vers la droite, il faudra bien qu'ils prennent, pour les livres, il faudra bien qu'ils prennent le taux de conversion de la livre. Par contre, ce taux de conversion est toujours sur la même ligne. Donc, quand je vais faire F4, je vais m'arrêter en lui indiquant que il faut bien qu'il change et qu'il prenne que le Q se transforme en R, et par contre que le $20 reste $20. Donc là, j'ai ma formule. Cette formule, je la copie. Donc pour la copier, je fais CTRL-C, ce qui me permet de faire passer cette formule dans le presse-papier. Ensuite, majuscule-clic pour sélectionner l'ensemble de ma zone à remplir. Et là, je vais soit faire entrer, soit faire CTRL-V. Et voilà, alors bon, je vais annuler et je vais lui indiquer que je veux faire un collage de la formule et uniquement de la formule, de façon à garder mon format comme il était précédemment. Donc là, on voit qu'on a été obligé de faire deux manipulations différentes. La manipulation de recopie, ça, vous l'aviez déjà compris, mais ici, on a eu une réflexion quand même qui était relativement poussée sur les références relatives et absolues. Dans les nouvelles versions, eh bien, là encore, ça va être simplifié. J'ai une seule formule, et cette formule, ça va être deux matrices. Donc, ça va être simplement cette matrice-là multipliée par celle-ci. Donc là, c'est vraiment un truc qui est assez génial. Donc, j'efface, et je vais simplement faire égal. Et puis, ce bloc-là, multiplié par ce bloc-là. Et là, à la forme de mes deux sélections, en fait, il va faire la bonne association. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment à la fois très simple, très rapide, et c'est en gros exactement comme on le pense. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Oui, Michel, c'est effectivement très puissant. Donc là, moi, par rapport à plein de calculs que j'ai pu faire dans le passé, je trouve que ce sont des fonctionnalités qui sont vraiment énormes. Voilà donc les principes de ce calcul. Alors encore une fois, c'est pas la panacée universelle, il y a forcément des moments où ça va bloquer. Un des apports qu'on a, c'est de pouvoir utiliser directement des fonctions comme la fonction transpose. Transpose, je vous rappelle, ça permettait de prendre, j'ai ici des éléments qui sont en colonne. Pour un tableau X ou Y, j'ai besoin d'avoir la même chose, mais dans l'autre sens. Eh bien, je vais utiliser la fonction transpose. Donc, transpose, typiquement, avant, avec le calcul matriciel, puisqu'il fallait forcément le valider en faisant majuscule contrôle entrée, il fallait compter et sélectionner exactement un champ de la même dimension, mais dans l'autre direction que le champ initial. Donc là, il aurait fallu avoir un champ d'une dizaine de colonnes et de 2 lignes. Et là, oui, alors Michel dit, il n'y a pas de synchronisation complète. J'espère qu'il n'y a pas, c'est pas trop désynchronisé. Mais effectivement, il est possible que le son soit un petit peu en avance. Donc, il faudrait simplement que je fasse davantage de pauses, peut-être.
parce que j'ai un débit qui est peut-être un petit peu trop rapide. Donc, merci Michel. Pour le reste, est-ce que c'est quand même relativement clair? Ou c'est... voilà. Alors après, effectivement, tout peut dépendre aussi de votre connexion Internet. Hein, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour ces manipulations. Alors, je vous montre la fonction transpose avant d'oublier. Et donc, ça va être tout simplement égal et puis transpose. Bon, et là, je vais simplement lui montrer le tableau. Et je ferme la parenthèse, je valide. Et c'est fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et donc là où vraiment c'est une fonction qu'on n'utilisait pas parce que c'était vraiment casse-pied d'avoir à compter, parce que compter les lignes ça va, mais quand il faut compter les colonnes, c'est... Hein, oui, Jean-François, waouh. Ouais. Alors ça c'est un peu l'effet démo, parce que transpose c'est quand même pas une fonction de calcul qu'on utilise au quotidien. Par contre, ce genre de choses là, c'est vraiment très très puissant. Nombre de fois que moi il fallu que je réfléchisse sur des fonctions de calcul un peu complexes, sur ce qui devait être fixe, pas fixe, enfin figé avec les dollars ou pas. Bon, là c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous allez voir avec les autres fonctions de calcul. Et puis dernière fonction, la fonction fréquence. Alors, la fonction fréquence ici, ça va faire référence à une table de données. Bon, je vous le présente très rapidement. Ici, j'ai une liste. Alors, une liste avec des anciennetés, hein, donc c'est une liste de personnes, des salariés d'entreprise avec des anciennetés. Bon, j'agrandis un petit peu pour que vous voyez mieux. Et pour agrandir, hein, j'ai fait contrôle la molette, j'aurais pu utiliser ça ou venir dans l'affichage et changer le zoom. Donc là, j'ai agrandi un petit peu et on voit qu'on a une colonne d'ancienneté. Donc on a des personnes, hein, là on a une liste d'une 70aine de personnes, non 69, et donc ces personnes sont des salariés d'entreprise, hein, on verra différentes autres informations après. Là ce qui m'intéresse c'est l'ancienneté, et donc là dans mon tableau ici, j'ai des répartitions 5, 10, 15, hein, des tranches de 5. Et je veux simplement avoir le nombre de personnes par tranche. Donc là, c'est simplement la fonction fréquence que j'ai utilisée, qui est là aussi, qui était un calcul matriciel et qui posait des problèmes. Donc là, bon, la syntaxe, bon, je ne vais pas vous la détailler parce qu'il y a un petit opérateur ici un peu particulier, mais vous voyez que c'est très simple à utiliser encore. Et ça permet d'avoir la répartition. Donc il y a 9 personnes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, 33 qui ont entre 5 et 10 ans, etc. Donc vous voyez que ça se fait tout seul. Est-ce que vous avez des questions déjà, ou est-ce que c'est bon, je continue et je vous montre les nouvelles fonctions de calcul? Ouh, le temps passe vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? Dites-moi OK et j'enchaîne. Si c'est bon. Allez. Eh bien, donc, on est parti. On va maintenant voir les nouvelles fonctions. Alors, les nouvelles fonctions, il y en a, là j'en ai mis 4, plus les deux, plus deux autres qui sont des fonctions relativement peu utilisées. Mais là, les fonctions de calcul que je vais vous montrer dans ce premier temps sont les fonctions filtre, unique et trier qui ont pour vocation de travailler essentiellement sur la gestion de données. Alors, il faut savoir que dans les nouvelles, toutes les nouveautés d'Excel, il y a de plus en plus de choses qui concernent la gestion de données. Hein, bon, vous l'avez peut-être lu, j'en ai parlé moi à plusieurs reprises, mais vous avez dû le constater, il y a un maximum d'efforts qui sont développés par Microsoft pour améliorer tout ce qui est gestion de données. À tel point d'ailleurs que de moins en moins de gens utilisent Access et de plus en plus de gens utilisent Excel avec des add-ons qui, dans les anciennes versions 2010 jusqu'à 2013, étaient séparés et qui maintenant sont complètement intégrés. Ces add-ons, c'est Power Query et Power Pivot. Ils sont vraiment des super outils d'analyse de données
qui permettent de faire de l'analyse de données sur des jeux de données de plusieurs millions de lignes, avec possibilité d'associer des éléments qui se trouvent dans plusieurs tables. Donc c'est la possibilité de faire des tableaux croisés dynamiques, mais au lieu de les faire par rapport à une table unique qui est dans Excel, on a la possibilité de récupérer, d'associer des éléments qui sont dans plusieurs tables. Donc ça, c'est vraiment l'apport depuis la version 2010. C'est vraiment l'apport majeur pour moi de ces nouvelles versions. Ça n'existait pas dans la version 2007, hein, donc, mais depuis, c'est gratuit. Hein, donc, par contre, c'est pas forcément proposé de manière automatique. Hein, il faut activer ces compléments que sont Power Query, Power Pivot. Donc là, on fera une session ou plusieurs sessions sur ces outils parce que ce sont vraiment des outils d'analyse fantastiques et que peu de gens maîtrisent. Et ça permet réellement de faire des choses extraordinaires avec Excel, avec une multitude de calculs possibles. Mais bon, là, ce n'est pas l'objectif de ça. On va travailler. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu de la gestion de données, très très brièvement, puisque pour utiliser de manière très confortable ces données, eh bien, il faut avoir mis ça sous la forme de tableaux. Donc, on a des listes dans Excel et ces listes, pendant longtemps, on les conservait telles que. Et puis, en fait, ils nous ont rajouté la possibilité de mettre sous forme de tableau. Donc, quand vous avez une liste, si vous voulez qu'Excel la gère et la considère comme étant une vraie base de données, j'aime pas dire ça, une vraie table de base de données, il faut venir quelque part dans votre liste et puis faire insertion tableau. Alors pour ça, ça nécessite, pour qu'on puisse le faire, ça nécessite que les données correspondent à un certain nombre il y a un certain nombre de conditions. Ces conditions, c'est de ne pas avoir de ligne complètement vide, pas avoir de colonne complètement vide, d'avoir des entêtes et si possible des entêtes différentes de partout. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis de ne pas avoir des choses qui ne soient pas associées à cette table de données attenante à notre table de données, sinon il risque de les englober et de poser problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait à partir de là? À partir du moment où vous lui avez indiqué que vous construisiez un tableau, une table de données à partir de votre liste, eh bien, lui, il va la gérer comme une entité. Alors, déjà, il va vous présenter eh bien, Johanna ou Johanna, au revoir. Hein. Et puis, regardez le replay, hein, c'est avec grand plaisir. Donc, quand on met les choses sous forme de tableau, comme je l'ai fait là, hein, déjà, il nous propose des présentations particulières. Donc, on a plein de modes de présentation, on peut changer les couleurs. Bon. Déjà, un premier truc, c'est le zonage et le fait de distinguer les lignes. Ça, c'est automatique, c'est une ligne sur deux. Si on rajoute ou si on sépare des lignes, ça se réajuste automatiquement. Ensuite, quand on va filtrer, automatiquement, il positionne les filtres. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que si on rajoute des lignes en bas, hein, si je rajoute des lignes, je viens là et puis je rajoute une ligne, tac, alors tabulation. Là, j'ai rajouté une ligne, vous voyez qu'il a étendu mon tableau. Il y avait des formules de calcul, ces formules de calcul, il les a recopiées. Donc c'est quelque chose qui est là aussi plutôt puissant, notamment quand on fait de la saisie. Hein, parce qu'on a vraiment une notion de table comme on pourrait les avoir en utilisant des outils comme Access. Alors, ce n'est pas des tables au sens informatique, il n'y a pas tous les contrôles, etc. Mais c'est déjà pas mal, les formules sont recopiées, le champ est étendu. C'est-à-dire, si on a des tableaux croisés dynamiques qui sont construits à partir de ça, quand on les actualisera automatiquement, ils se mettront à jour. Donc là aussi, c'est plutôt sympa. Donc, ici, j'ai mon tableau. Si vous avez déjà utilisé le tableau, vous avez dû constater que ça a amené quand même des petites particularités sur des syntaxes. C'est-à-dire si, par exemple, je voulais calculer l'âge des gens, hein, je vais créer âge. Eh bien, si je voulais calculer l'âge, vous voyez qu'automatiquement, il a étendu. Et ensuite, je vais faire égal aujourd'hui moins, alors aujourd'hui, je ferme la parenthèse, moins la date de naissance,
Et donc la date de naissance, elle est ici. Et vous voyez qu'il va indiquer la colonne non pas par rapport à ses coordonnées, mais par rapport à l'entête. Donc ça, c'est des introductions qui est faite avec l'outil de gestion de tableau. Donc je vais faire ça divisé par 365,25, puisqu'une année 365,25 à 365 jours, et pour récupérer les années bissextiles, c'est tout bon. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il m'a calculé l'âge des différentes personnes. Donc, et cette colonne, elle est intégrée au tableau, et donc, bon, voilà, ça permet réellement de faire plein de choses. Mais on fera certainement une session là-dessus. Donc, bref, pourquoi je vous parle du tableau? Tout simplement parce que quand on va utiliser les fonctions de calcul nouvelles, filtre, unique et trier, si on a déclaré les éléments comme étant positionnés dans un tableau, eh bien on a quelque chose qui est des calculs qui se font d'une manière complètement dynamique. Donc, est-ce que vous utilisez au passage ces outils de tableau? Dites-le moi, si vous utilisez ou si vous n'utilisez pas les outils de tableau, et si vous travaillez en gestion de données, d'ailleurs, au passage. Alors, Roland dit non, oui, non. Oui, très souvent, très peu. Oui, donc là, c'est mitigé. Effectivement, ça fait partie des choses qui sont arrivées petit à petit dans Excel. Au début, c'était pas très convaincant, et plus on avance, plus ça devient obligatoire en fait d'utiliser ça. Alors, première fonction. Alors, là, on est dans la gestion de données. Donc, quand on a les filtres comme ça, on peut, j'aurais dû enlever mes notifications. Quand on a les filtres, on a la possibilité de dire, par exemple, qu'on veut avoir uniquement les gens d'une agence. Donc là, je vais lui dire, par exemple, je veux l'agence 13, tac. Et là, il m'a fait une sélection uniquement des gens de l'agence 13. Alors moi, je sais qu'en formation, la plupart des gens, une fois qu'ils ont ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une copie sur une autre feuille de calcul, de façon à isoler les gens et pouvoir faire ce qu'ils veulent sur leurs données. Là, la fonction de filtre, eh bien, elle permet de résoudre ce problème-là. Donc la fonction filtre, elle va pouvoir faire, comme le nom l'indique, un filtre d'une manière dynamique. Donc là, on a une formule de calcul qui détermine l'ensemble des colonnes. Alors là, oui, peut-être que j'ai rajouté ici, je vais rajouter une colonne. Voilà. Et donc là, c'était l'âge. Alors vous voyez que c'est pas dynamique, ça. Je vais remettre âge. Et reprendre la mise en forme qu'on avait ici pour pouvoir le faire. Alors, le calcul, c'est simplement le calcul qui me permet d'extraire de ma liste d'une manière dynamique, d'extraire toutes les personnes qui répondent à un certain critère, c'est simplement cette fonction de calcul-là. Donc, je l'efface et puis on va la réécrire. Donc, c'est égal, et puis filtre, parenthèse. Et là, je vais avoir des arguments. Alors, si je veux, je peux utiliser le f de x pour que vous voyez mieux les arguments. Donc, le tableau, je vais aller lui indiquer que c'est mon tableau. Donc là, ce tableau, je l'avais nommé personnel. Ensuite, je vais lui dire quel va être mon filtre. Donc, mon filtre, c'est pareil. Je voulais que ce soit quelque chose qui est lié aux catégories. Alors, vous voyez que mon pointeur change de forme. Hein. Quand j'ai voulu désigner le tableau, je suis venu ici dans l'angle et j'avais une flèche oblique. Donc là, je sais que je lui désigne la totalité du tableau. Quand je veux travailler sur une colonne, je viens juste au-dessus de la colonne et j'ai une flèche. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que quand je suis ici. Bon, c'est la même forme, mais c'est une petite flèche verticale. Mais là, je désigne, si je cliquais maintenant, je sélectionnerai toute la colonne I, puisque le I est passé en vert. Là, je lui sélectionne toute la colonne de mon tableau. Donc, je lui sélectionne ça, et donc il m'écrit catégorie, le champ, la colonne catégorie de mon tableau personnel. Et là, je vais simplement lui indiquer que ça doit être égal à ce que j'avais préparé, c'est les cadres qui sont notés ici.
Et OK. Et voilà. Alors vous voyez que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que c'est un champ qui est dynamique. Si maintenant ici je change et que j'ai employé, il m'extrait tous les employés. Si je lui mets les ouvriers, il m'extrait les ouvriers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très simple à faire et qui est très puissant. Donc, alors, moi déjà, rien que pour cette fonction-là, tellement on a souvent besoin d'utiliser ça. Je trouve que ça vaut le coup, là encore. Hein, je ne parle pas de l'aspect financier de la transformation, mais c'est vrai que cette fonction, elle est vraiment extrêmement puissante. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonction de calcul? Déjà, ou est-ce que c'est assez clair ce que ça fait? Hein, donc, en gros, c'est une fonction avec trois arguments. Le premier, c'est le champ contenant les données. Le deuxième, c'est les arguments permettant de filtrer. Et le troisième, ça serait éventuellement un message d'erreur si si on ne trouvait pas. Alors là, comme j'ai mis un contrôle, on va forcément trouver. Je peux pas. Ah si. Non, je peux pas taper autre chose qu'un des éléments de la liste. Donc voilà. Mais si j'avais accès, alors je peux enlever la validation. Données, validation. On va redire qu'on autorise tout. Et si je tape n'importe quoi, vous voyez qu'il m'affiche simplement le mot personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le dernier argument, c'est le texte qui va être affiché en cas d'erreur. Et au revoir Michel, dommage. Vivement le replay. Alors oui, Roland, effectivement, il faut pratiquer. De toute façon, c'est vous avez acheté la formation et vous avez dû vous rendre compte que il fallait pratiquer. Et moi, je le vois pour moi-même, hein, parce que ça sont des nouvelles fonctionnalités. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour les domestiquer et me rendre compte que ça fonctionnait. Alors là, je suis revenu en arrière. Donc, voilà pour le principe de base de cette fonction. Alors après, on a d'autres possibilités. Donc là, j'ai fait la même chose, même calcul, mais je ne suis pas obligé, en fait, de prendre la totalité du tableau. C'est-à-dire que quand je filtre par rapport à un critère, et je filtre des données qui sont issues de mon tableau. Comme je me suis basé pour ce premier filtre sur la totalité des colonnes du tableau, le résultat, c'est la totalité des colonnes extraites de mon tableau. Mais j'aurais très bien pu ne prendre qu'une partie de ces données. Donc là, on a une syntaxe qui est un peu différente. Hein, c'est-à-dire que la syntaxe que j'ai ici dit « je ne prends que les informations qui vont de nom jusqu'à sexe dans le tableau initial ». Et ça ne m'empêche pas de filtrer par rapport à la catégorie. Hein, donc, quand on écrit ça, on va avoir simplement... alors, je vais effacer pour que vous voyez mieux. J'efface ça. Et je vais avoir donc égal filtre, parenthèse. Ensuite, je viens dans le tableau et je vais sélectionner des colonnes. Donc là, même principe que tout à l'heure, j'en ai pris une de plus. J'ai sélectionné ces colonnes-là et vous voyez qu'on retrouve les deux points qui disent qu'on va de la colonne civilité à la colonne sexe. Et derrière, donc après point virgule, et point virgule, et puis derrière, je vais lui dire la catégorie est égale à la cellule P3 qu'on avait ici. Et voilà. Et on se retrouve bien avec l'ensemble des résultats extraits correspondant à notre formule. Hein, donc, on n'a pas besoin de récupérer la totalité des colonnes. Alors,
Dans la syntaxe simple, je ne vous montrerai pas aujourd'hui des syntaxes plus complexes, mais dans la syntaxe simple, effectivement, on doit forcément prendre des colonnes qui sont les unes à côté des autres. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. On ne peut pas lui dire d'une manière simple qu'on veut sauter des colonnes. Dans le tableau, vous aurez, dans le classeur, vous aurez des exemples où je vous montre comment sauter des colonnes, mais c'est un peu plus compliqué et il n'y a pas d'explication claire. C'est-à-dire que c'est certainement une lacune dans le développement. Alors, au passage, vous avez vu que la formule de calcul n'englobe pas les en-têtes. Donc, les en-têtes, c'est fait à la main. Les en-têtes, là, il faudrait que j'aille récupérer des en-têtes qui correspondent. Donc, j'avais civilité, non, prénom. Donc là, je les copie et je vais pouvoir les remettre là. Donc voilà pour cette fonction filtre. Alors bon, ça, justement, c'est ici que vous verrez comment ne pas avoir des colonnes adjacentes. Alors oui, après, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est ça, et c'est justement ce qui se passe quand on veut avoir des conditions un petit peu plus complexes. Parce que le filtre que j'ai mis en place ici, c'est un filtre qui porte sur un seul critère. Or, quand on filtre, ici je suis sur l'agence 13, mais par exemple si je veux les cadres de l'agence 13, eh bien je vais pouvoir, et c'est vraiment toute la puissance de l'outil de filtre d'Excel, je vais pouvoir faire de la section multicritères. Vous voyez là, Johan, je peux rien faire pour vous. Johan me dit qu'elle s'est déconnectée, qu'elle n'a plus le son. Ce que j'espère, c'est simplement que le son, redéconnectez-vous à nouveau et revenez. Là, je peux, dans la mesure où d'autres l'ont encore, c'est que ça vient de votre poste. Je suis vraiment désolé. Donc, oui, là où j'en étais, c'était la possibilité de mettre en place une sélection multicritère. Donc, chose que l'on fait très très facilement quand on utilise les filtres du ruban, mais ça va être un petit peu différent dans ces filtres-là, tout simplement parce qu'on n'a qu'un seul argument filtre. Donc, on va être obligé de travailler avec des notions un peu particulières de transformation des valeurs logiques que fait Excel. Quand on fait catégorie égale une certaine valeur, le résultat est soit vrai, soit faux. En fait, pour Excel, c'est un résultat qui est un résultat dit logique, vrai ou faux, mais en fait, il lui attribue une valeur numérique. Quand c'est vrai, il lui donne la valeur 1, quand c'est faux, il lui donne la valeur 0. En réalité, quand Excel doit interpréter un résultat numérique comme étant une valeur logique, si c'est 0 ou si l'élément est vide, il considère que c'est faux. Et si c'est autre chose, si c'est un autre nombre, positif, négatif, entier, décimal, peu importe, dès qu'on a un autre nombre, il considère que c'est vrai. Donc, un résultat numérique à 0, c'est un résultat qui est faux. Et un résultat différent de 0, numérique différent de 0, c'est un résultat qui est vrai. Et on va utiliser ça, et on pouvait déjà le faire dans les anciennes versions. On l'utilisait dans les SumProd, par exemple, pour faire des SumSci avant que la fonction SumSci n'existe, ou SumSci ensemble, pour les vieux utilisateurs d'Excel. On va utiliser cette particularité-là pour faire une sélection multicritère. Alors ça commence à être un petit peu compliqué. Donc si je veux faire une sélection multicritère, on va faire la même sélection que ce qu'on avait là. Donc là, on avait les cadres et les cadres de l'agence 13. Donc,
je vais venir ici et je vais faire les 4 de l'agence 13. Donc, je vais écrire égal filtre. Je vais tout de suite passer dans la f de x pour que vous voyez mieux les différents arguments. Donc là, je vais venir dans le tableau. Dans le tableau, je vais prendre ça et je vais lui dire que j'inclus les gens dont la catégorie est égale à cadre. Donc cadre, je le mets entre guillemets. Et là, je vais mettre une parenthèse. Tac. Alors là, vous voyez le calcul qui s'écrit ici. Hein. Ce sera plus lisible que ce que je suis en train de faire là. Multiplié par l'agence qui est égale à G13. Et cette partie, je vais aussi, alors je vais intervenir là, parce que c'est quand même plus simple et plus facile au niveau visu. Donc, ma combinaison de 2 critères, dans la mesure où je veux faire un et logique entre les deux, je fais une multiplication. Hein. Si quelqu'un est cadre, ça vaudra 1. Si quelqu'un est de l'agence 13, ça vaudra 1 aussi. Donc, 1 multiplié par 1, ça donne 1. Donc, le résultat logique, ça sera vrai, puisqu'on a un résultat numérique de 1. Par contre, si une des deux valeurs, hein, si une personne n'est pas cadre, à ce moment-là, la valeur sera 0. Si elle est dans l'agence 13, mais pas cadre, ça vaudra 1. 1 fois 0, ça donne 0. Donc, le résultat, ici, ce sera 0. Donc, c'est la multiplication dans les filtres ici correspond au et logique. Et donc là, parenthèse, je ferme mon calcul et j'ai validé. Et vous voyez que j'ai exactement la même population que celle que j'avais de l'autre côté. La différence, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire, si une personne ici devient employée, hop, là, il faut que je réapplique mon filtre. Hein, tandis que ici, c'est fait de manière automatique. Hein. Donc vous voyez que, et c'est sur une autre feuille de calcul. Donc ça permet réellement de résoudre des problèmes qui seraient des problèmes assez complexes quand on doit le traiter avec des filtres. Hein. Si je voulais avoir une extraction qui soit dynamique, etc., il faudrait que je fasse des macro-instructions, de la programmation, et la programmation, c'est toujours un petit peu complexe. Voilà pour cette première fonction qui est la fonction filtre. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonction filtre? Ou est-ce que c'est bon? Dites-moi là. Est-ce que ça a été assez clair? Alors, de la même façon que le et, c'est la multiplication, le ou, c'est l'addition. Et si je voulais avoir des gens qui répondent à l'un ou à l'autre des critères, je ferai une addition. Donc là, on l'a ici. Et oui, alpha, oui, de toute façon, il faut pratiquer. Excel, c'est 10% d'apprentissage, 90% de pratique. Hein, alors, c'est un des gros avantages, d'ailleurs, quand on travaille sur des formations en ligne. Hein, c'est vraiment un confort incroyable par rapport aux formations dites présentielles. C'est qu'en fait, on peut repratiquer. Eh bien, au revoir Michel. De toute façon, vous aurez accès au replay. Donc, j'espère que ça correspondait à ce que vous attendiez. C'est bon, est-ce que vous avez des questions sur les filtres? Là, ce que je vais vous montrer, si vous le voulez bien, c'est justement la possibilité de faire un ou.
que là encore, c'est quelque chose qui est complexe. Alors c'est assez simple, là encore, quand on filtre ici. Si je voulais, je vais enlever le critère que j'avais ici. Non, je vais enlever tous les critères, j'efface tout. On va dire qu'on cherche les gens qui sont dans l'agence 04 ou dans l'agence 06. Donc, je vais simplement cocher ici. Là, je lui demande de m'afficher les personnes qui sont dans l'agence 04 ou dans l'agence 06. Donc, j'ai bien les 04, j'ai bien les 06. Donc, il suffit qu'une personne appartienne à l'une de ces deux agences pour être sélectionnée. Bien, comment faire ça dans les filtres ici? Eh bien, on va simplement le faire en faisant un plus entre nos deux colonnes. Donc, je vais effacer ça et puis on va recommencer. Donc, je vais faire égal, filtre. Alors, cette fois-ci, je vais le faire sans passer par l'assistant fonction. Parce que là, vous avez compris, la syntaxe, elle est relativement simple, mais comme on a toute une tartine à écrire, c'est beaucoup plus facile de le faire directement dans la barre de formule. Donc, je vais aller dans mon tableau, je vais aller chercher ça. Non, alors, je vais annuler pour vous montrer qu'il n'y a pas de lien avec le fait qu'il y a déjà la sélection. Donc, je vais effacer mon filtre. Ici, la sélection en cours n'a aucune incidence sur le résultat de la fonction filtre. Il faut que ce soit bien clair. Donc, égal et puis filtre. Donc, parenthèse. Et là, je vais aller dans le tableau. Je vais aller chercher la totalité du tableau. Ensuite, premier argument, ça va être parenthèse, puisque je vais additionner deux éléments. Je vais faire ça est égal à AG13, non, AG04, pardon. Je ferme ma parenthèse, plus, même chose, ça est égal à AG06. Ça, je ferme la parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse et j'avais oublié d'ouvrir celle-là. Et voilà. Donc, là où tout à l'heure, pour faire un et, j'ai mis une multiplication, là, je fais une addition. Donc, si une personne appartient à cette agence, ça vaudra 1. Dans ce cas-là, elle n'appartiendra pas à l'agence 06. Si elle est dans l'agence 04, elle ne peut pas être dans l'agence 06. Donc ici, ça vaudra 0, mais 1 plus 0, le résultat vaut 1. Et c'est pareil, si elle n'est pas dans l'agence 04, mais dans l'agence 06, ça vaudra 0. Et là, ça vaudra 1. Donc 0 plus 1, le résultat vaut 1. Si elle appartient ni à l'une ni à l'autre des agences, le résultat est à 0. L'addition des deux vaut 0. Et donc, pour Excel, ça sera un résultat faux. Et donc, la personne ne sera pas sélectionnée. Et vous voyez qu'on se retrouve bien avec des gens de l'agence 04 et des personnes de l'agence 06. Donc, ça nous donne directement notre résultat. Donc, là encore, vous voyez la puissance de ces fonctions. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà pour la fonction filtre. Alors, on verra après que quand on aura fait le tour des trois fonctions, on verra qu'on a la possibilité, bien sûr, de les associer. Est-ce que vous avez des questions sur le filtre? Ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Dites-moi. Ok, c'est clair, c'est bon. Allez, donc, on va passer maintenant à la fonction unique. Alors, le but de la fonction unique, ça va être d'extraire d'une liste, mais là encore, il n'y a pas besoin que ce soit formaté sous la forme d'une liste, ça peut être n'importe quel tableau. Ça va être d'extraire des valeurs d'une manière unique.
donc d'éliminer les doublons. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a assez fréquemment à faire. Hein, si je prends un exemple ici, par exemple, on peut avoir besoin de la liste de tous les services, et alors soit pour faire un contrôle, soit pour faire des stats, soit pour faire une utilisation X ou Y, hein, peu importe, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire très très souvent. Et pour extraire la liste des services d'une manière unique sans en oublier, surtout si les données n'ont pas été contrôlées et si potentiellement on peut avoir des orthographes différentes, on peut avoir des persos avec un espace et un perso sans espace. Et pour Excel, ce sont deux valeurs différentes. Donc, il peut être très important d'avoir un processus automatique pour pouvoir le faire. Alors là encore, on peut le faire en utilisant les filtres. Cette fois-ci, ce n'est pas le filtre standard qui nous permet d'avoir les valeurs de manière unique, mais les filtres avancés. Alors, je ne vais pas vous montrer comment faire, parce que justement, la fonction unique va nous permettre de résoudre le problème directement. Donc là, notre fonction unique, elle va nous permettre de dire, on va faire pour les services. Alors là, je mets simplement l'entête service, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et je vais faire égal, et puis unique, parenthèse. Et là, je vais aller dans mon tableau, et je vais lui désigner la colonne des services. Et c'est terminé. Et vous voyez tout simplement qu'il m'a calculé automatiquement les services. Alors si maintenant dans mon tableau, j'ai une personne qui n'appartient pas, enfin, pour laquelle je saisis un service nouveau, imaginons par exemple que Janine, elle soit au service commercial, c'est un service qui n'existait pas, eh bien dans mon unique, vous voyez que commer a été rajouté. Donc le calcul est très très simple. Et on a quelque chose de complètement dynamique qui s'est recalculé. Donc voilà la fonction unique. Donc ça peut, pour des gens par exemple qui ont des listes et qui veulent définir des conditions de validation, ça peut être vraiment quelque chose de à la fois très simple et très sympa à mettre en place. Deuxième utilisation, c'est une syntaxe un peu différente. Là, il nous a affiché la liste de tous les services. Qu'un service soit unique, hein, qu'il n'y ait qu'une seule personne dans le service ou qu'il y ait 50 personnes, c'est affiché de la même façon. Là, on a une syntaxe particulière qui va nous permettre de dire qu'on veut avoir les informations qui ne sont affichées qu'une seule fois. Donc là, en gros, c'est du double unique. Hein, c'est je ne veux afficher qu'une fois, mais les gens qui ne sont présents, enfin, les valeurs qui ne sont présentes qu'une seule fois dans ma liste. Donc, justement, dans notre service, commer, on vient de le créer, donc il n'y a qu'une seule personne. Et donc, on va utiliser cette syntaxe, donc on va avoir unique, parenthèse. Je vais aller chercher dans mon tableau le service. Et donc, point virgule, le deuxième critère, on va le laisser tomber puisqu'on peut travailler aussi bien en ligne qu'en colonne, hein, c'est pas forcément une liste. Et là, je veux retourner les lignes uniques du tableau. Donc là, je vais marquer vrai parce que je veux avoir les éléments qui ne sont présents qu'une seule fois. Et là, dans les services, on n'a qu'une seule fois le service commun. Alors, si maintenant, je crée une deuxième personne, j'affecte une deuxième personne au service commun, ici, j'ai un résultat d'erreur. Hein. D'accord? Donc, tout simplement parce que j'ai plusieurs, j'ai pas un seul service pour lequel il y ait une seule personne. Alors, je vais annuler ma saisie de façon à me retrouver avec le résultat. Donc ça, c'est une syntaxe qui est intéressante quand on cherche justement des unicités. Alors là encore, tout ça, là pour l'instant je vous montre et ça vous fait l'extraction de toutes les valeurs.
Mais imaginons que la question qu'on se pose, c'est simplement de savoir combien on a de différents, combien on a de catégories différentes dans l'entreprise. Bien évidemment, on va pouvoir combiner ça avec une fonction de calcul. Donc, pour compter le nombre de valeurs, ce serait par exemple égal NB val, et puis derrière, je vais lui marquer unique, et je vais compter le nombre de services. Donc, unique tableau et les services. Je ferme la parenthèse de unique, je ferme la parenthèse de NBVal. Et là, on me dit qu'on a 9 services différents. Donc là, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question par rapport à des chansons qui étaient passées, savoir combien de chansons différentes avaient été passées sur une radio ou un truc comme ça. Donc dans les anciennes versions, c'était un petit peu compliqué de faire ça. Il fallait ruser, et là, maintenant, c'est vraiment limpide. Hein. NBVal a besoin d'un champ sur lequel compter. Unique lui donne une matrice, hein, puisque c'est du calcul matriciel, lui donne une matrice qui contient l'ensemble des valeurs correspondant à tous les services, et donc on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'extraire tous les services pour pouvoir effectuer ce comptage. Hein. Donc là, vous voyez vraiment quelque chose à la fois de sympa et de simple à utiliser pour obtenir ce type de résultat. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Hein, donc là, je vous ai montré deux choses sur unique, enfin deux syntaxes différentes. Celle-ci, elle est intéressante, mais bon, on l'utilise que dans des cas très très particuliers, c'est des besoins très particuliers. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment mémoriser aussi, c'est ça, c'est le fait que ces fonctions de calcul vous retournent une matrice, et cette matrice, c'est comme si vous aviez un champ. Hein. Donc vous avez la possibilité de l'utiliser complètement à l'intérieur d'un autre calcul, comme si c'était un champ. Hein. Donc c'est exactement pareil. Donc on verra tout à l'heure, si on prend un petit peu de temps pour travailler sur les fonctions composées, que c'est ce qu'on fait en permanence. Hein, quand on combine justement le trier, le unique, éventuellement le filtre. On fait une combinaison de tout ça. Oui, Roland, oui, il faut revoir le replay. Là, c'est vrai que c'est l'éternel problème des démonstrations. C'est-à-dire que je fais quand même relativement vite. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un comptage. Voilà pour ce calcul-là. Alors Laurent, c'est ce ne sera plus unique. Je ne comprends pas, Laurent. C'est ce ne sera plus unique. Je comprends pas ce que vous voulez dire, ce que tu veux dire, parce que je vous tutoie dans les mails, donc je vais me permettre de tutoyer directement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux expliciter? La formule ne sera plus unique. Oui, alors c'est une autre utilisation, hein, effectivement. C'est complètement une autre utilisation, et là, il y aurait plusieurs formules. C'est vrai que si on doit réutiliser à maintes reprises le fait d'avoir extrait cet ensemble de valeurs pour effectuer des comptages ou pour faire d'autres choses, on ne le fait qu'une seule fois, et après, on base nos utilisations sur cette extraction. Là, c'est un cas un petit peu différent. L'idée, c'était de vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore fait, l'idée, c'était de vous montrer que
cet élément-là, c'était un résultat, et ce résultat, ça peut être exploité de manière directe dans un calcul. Hein, et on n'est pas obligé en fait de poser justement ce résultat pour pouvoir l'exploiter. Hein, donc là, on est sur quelque chose, et c'est ça aussi qui va amener une grande puissance dans ces modes de calcul. C'est-à-dire que là encore, ça permet de résoudre le nombre de fois, moi, que j'ai eu à compter dans des listes le nombre de valeurs différentes. C'était vraiment plutôt compliqué à faire. Parce il fallait utiliser des nb.si, faire la somme des nb.si, enfin de 1 sur nb.si par rapport à un critère. Donc voilà, ça nécessitait de poser des calculs un petit peu complexes en faisant du calcul matriciel. Donc voilà, on mettait 20 minutes à le faire, alors que là, en 2 temps de 3 mouvements, le calcul est réalisé. Et on va le voir derrière quand parce que l'étape d'après, quand on fera le tri, ce sera justement de se dire, c'est bien d'avoir extrait la liste des services, mais je voudrais qu'elle soit triée. Et on va voir qu'on peut combiner, par exemple, le trié et le unique. Mais ça, c'est après. Je ne sais pas, j'ai pas trop suivi l'élection américaine. Bon, ils ont des outils, hein. Je suppose que Microsoft a bien dû vendre ses outils à, j'allais dire à l'armée, pas à l'armée, un petit peu de partout aux États-Unis. Bill Gates étant plutôt républicain, il faudrait se méfier de l'issue du vote dans ce cas-là. Alors, par rapport à cette fonction unique, je vous l'ai montré pour l'instant en extraction d'une seule colonne, mais on a la possibilité de faire une extraction de plusieurs colonnes. Et dans ce cas-là, ce qui va nous donner, c'est les couples, qui sont, enfin les couples, parce que j'ai pris 2 colonnes, mais si on avait pris 3, les couples différents. Donc là, on est sur une fonction, bon, je vais simplement la réécrire ici. On va faire agence service. Donc je vais faire égal unique, parenthèse, unique avec un E, parenthèse. Je vais aller chercher dans mon tableau le couple service-agence, donc en faisant bien attention dans le tableau, bien sûr, de sélectionner les colonnes. Et donc là, quand je vais fermer la parenthèse et valider, il va me donner l'ensemble des combinaisons, une agence, un service. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui est, là encore, particulièrement intéressant de pouvoir faire ce type de manipulation d'une manière aussi simple. Donc là, j'ai service agence. Donc là, je l'ai limité à 2, mais évidemment, on n'est pas limité. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre besoin, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière syntaxe, hein? Est-ce que vous comprenez bien la différence entre ça et la première, notamment? Des valeurs d'un seul champ, et là, on extrait par rapport au couple différent de ces 2 éléments. Alors ça, ce sont des choses qu'on voit d'une manière générale quand on travaille pas mal sur la gestion de données. Alors typiquement, dans les anciennes versions, pour arriver à faire ce genre de choses, il fallait se créer des colonnes supplémentaires dans lesquelles on faisait l'association des deux. On faisait, en utilisant le e-commercial, on faisait une concaténation de nos 2 codes, ensuite on extrayait les valeurs uniques, et bon, donc quelque chose d'un petit peu tordu. Alors que là, encore, c'est direct et c'est dynamique. C'est-à-dire que si je rajoute des éléments, ou si il y a encore des gens qui migrent de services, hein, il n'y a plus de services comme tac, eh bien, bouger. Et bien maintenant, on va simplement passer à trier. S'il n'y a pas de questions, on va passer à trier. Alors, trier,
trier, je vous rappelle qu'en informatique, trier, c'est classer. Trier, on peut le faire très facilement de manière directe. Ici, j'ai un tri qui est par ordre alphabétique. Si je veux trier sur matricule, je viens là et je fais trier du plus petit au plus grand et j'ai un tri qui s'effectue par matricule. Si je veux trier par service, je viens ici et je fais trier par service. Et donc là, ça va être un tri alphabétique qui va être réalisé. Bon, même chose. Si je veux trier par rapport à plusieurs informations, ça devient un petit peu plus compliqué. Si je veux trier par rapport à plusieurs informations, eh bien, il faut que je passe dans trier. Et là, je peux lui dire, je veux trier par exemple par agence. Et puis, je vais ajouter un niveau et je vais lui dire que je vais trier par service à l'intérieur d'une agence. Et je fais OK. Et là, je suis bien trié par agence. On a l'agence 04, puis la 06, puis la 13. Et dans une agence donnée, je suis trié par service. Donc là, j'ai études, puis production. Pour l'agence 06, compta, direction, études. Donc là, à l'intérieur d'une même agence, la deuxième clé est utilisée. Donc c'est ça la notion de tri. À la fin du tri, j'ai autant de lignes que ce que j'en avais au début. Elles sont simplement dans un ordre différent. Si je viens dans la commande trier, eh bien là vous allez voir que trier, ça va être particulièrement simple aussi. Même chose que d'habitude. Je vais effacer et je vais simplement recommencer. Et donc égal trier. Parenthèse, alors premier argument, alors je vais passer dans f de x parce que là les arguments ils vont être simples. Donc premier argument, c'est toujours pareil, c'est le tableau. Donc là encore, c'est la totalité de mon tableau pour simplifier, mais ça pourrait être un petit bout, quelques colonnes. Dans la syntaxe de trier, par contre, il faut absolument que les colonnes par rapport auxquelles je veux trier fassent partie de la sélection des colonnes que j'ai données en haut. Si je veux trier par rapport à des informations qui n'appartiennent pas à la sélection, eh bien, je suis obligé d'utiliser l'autre fonction trier qui est trier par. Donc, index tree, là, il faut connaître son tableau. Donc, il faut connaître son tableau tout simplement parce qu'on va lui donner, non pas la colonne, mais on va lui donner le numéro de cette colonne. Donc, si je veux trier, mettons, par agence, ou par service, eh bien, il faut que je compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je veux trier par service, je vais lui dire que je trie par rapport à la colonne 10. Et puis ici, on a une syntaxe qui va indiquer si je veux trier les colonnes, si je veux trier les lignes. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez rarement, parce que très souvent, ce qu'on veut trier, ce sont des lignes d'une table, mais il y a des moments où on pourrait être amené à vouloir bouger au contraire les colonnes. Donc, dans ce cas-là, on lui indiquerait que c'est false. Donc, c'est vrai, pardon, parce que je veux bouger les colonnes les unes par rapport aux autres. Bon. Là, je fais OK. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis allé dans le tableau. Pour faire le comptage, donc c'est personnel.10, la syntaxe. Si je reviens, si on revient, les arguments, c'est juste ça. Alors oui, ici, il y avait un argument supplémentaire, ordre du tri, que je n'ai pas vu tout à l'heure. Alors, il me semble qu'il y a des choses un petit peu bizarres dans l'assistant par moment. Il n'affiche pas forcément tous les éléments. Donc, ordre de tri, c'est ascendant-descendant. Donc, c'est 1 ou moins 1. 1 pour un ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, et moins 1 pour un ordre descendant. La valeur par défaut, donc si je ne mets rien, c'est l'ordre croissant. Et voilà. Donc là, j'ai bien les personnes qui sont classées par service. Donc, vous voyez que ça fonctionne pas mal. Donc là, bon, je vous laisse le deuxième élément. Et je vais vous montrer tout de suite comment on peut trier en utilisant plusieurs clés. Parce que je vous ai montré comment on pouvait faire manuellement le tri sur plusieurs clés. Si je veux un classement par agence puis par service. Et je vais vous montrer comment on peut obtenir le même résultat d'une manière dynamique.
avec la fonction trier. Donc, c'est tout simplement que tous les arguments vont être des matrices. Alors là, il y a une syntaxe qui est un peu particulière. On va aller directement là et je vous l'explique. Donc, si je veux trier par rapport à un élément, je donne cet élément. Donc, si je voulais trier par agence, je taperais 11. Hein, l'agence étant la 11e colonne de mon tableau. Si je voulais trier par ordre décroissant d'agence, je mettrais -1 dans l'ordre de tri. D'accord? Là, mon propos est un petit peu différent. C'est que je veux trier par agence et à l'intérieur d'une agence, je veux trier par service. Donc, il faut, pour cet argument qui est un argument unique, il va falloir que je lui donne plusieurs valeurs. Que je lui donne une première valeur qui est la première clé, l'agence, 11e colonne, et une deuxième valeur qui est la deuxième clé, qui est le service, qui est la 10e colonne. Alors là, je vais prendre des colonnes qui sont l'une à côté de l'autre, mais ça pourrait être la 11e et la 9e si je voulais avoir l'agence et les catégories. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, pour que vous compreniez bien le principe. Donc, comme je dois lui donner plusieurs valeurs, il va falloir que je lui donne à nouveau une matrice de valeurs. Alors, cette matrice de valeurs, ça pourrait être un champ dans lequel j'ai mis 11 et 9. Là, je vais les taper, les dactylographier, et pour que Excel comprenne que c'est une matrice, il y a une syntaxe très particulière, c'est qu'il faut que mes valeurs de matrice soient entre accolades et séparées par des points. Alors là, je peux vous dire que j'ai mis un temps fou à trouver la syntaxe parce que toutes les vidéos que je voyais étaient des vidéos américaines et il n'y avait pas la syntaxe correspondant aux particularités françaises. Donc, si je fais ça, quand je vais valider, il va me trier d'abord par rapport à la colonne 11, qui est la colonne des agences, puis par rapport à la colonne 9. La colonne 9, c'est la colonne des catégories. Si je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11, c'est bien l'agence, 9, les catégories. Et même chose pour l'ordre de tri. Si je ne mets rien, ça sera croissant pour l'agence, croissant pour la catégorie à l'intérieur de l'agence. Si par contre je veux qu'il y en ait un qui soit croissant et l'autre qui soit décroissant, à ce moment-là, il faut que je le lui indique sous la même forme, sous la forme d'une matrice. Donc je vais émettre par exemple 1 pour dire que sur l'agence c'est croissant, et puis -1 pour lui indiquer que sur la catégorie c'est décroissant. Alors là, c'est particulièrement technique, ce qu'il faut, c'est surtout retenir qu'on peut le faire. Qu'on peut avoir ce tri en utilisant plusieurs clés, alors qu'il n'y a qu'un seul argument. Après, le détail de retrouver la syntaxe, bon, vous pourrez la noter, vous aurez accès au replay. Donc, faites une copie de façon à vous en souvenir si vous en avez besoin un jour. Et là, on voit qu'on a bien un classement qui est fait par agence. Si je prends une agence comme l'agence 06, où on a pas mal de monde, on voit, alors, on est croissant par l'agence, 0,4, puis 0,6, puis 13. Mais par contre, à l'intérieur de l'agence 06, on voit qu'on a d'abord les ouvriers, ensuite la maîtrise, ensuite les employés, ensuite les cadres. Donc là, on est décroissant par rapport à l'ordre alphabétique des noms des catégories. Ouf! Voilà pour les tris. Donc ça, c'est la fonction trier. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer la fonction trier par. Donc cette fonction trier par, eh bien, elle permet de dire qu'on trie des éléments sans forcément que l'information par rapport à laquelle on trie fasse partie du résultat. Donc là, je lui ai indiqué par cette syntaxe, trier par, je lui indique tout simplement que je veux avoir comme résultat juste les noms et prénoms, et par contre que le classement doit se faire par salaire. Donc pour ça, je vais vous redonner la syntaxe, on va l'écrire ensemble. Il y a le trier par, trier par, et je vais aller dans le f de x pour qu'on ait le découpage. Donc je veux trier par, je vais prendre les noms et prénoms, même chose. Ça alors, là encore, si je n'étais pas dans un tableau, et ça il faut vraiment y faire attention, il faudrait que je lui désigne le champ. Là, le fait que je sois dans un tableau, ça permet d'utiliser cette syntaxe qui est quand même beaucoup plus simple et surtout qui est dynamique. Et là, je vais lui indiquer donc que je veux trier par rapport
à la colonne des anciennetés, par exemple. Hein, ça vous fera un deuxième exemple. Et ordre du tri, ben là, on retombe sur les mêmes choses que précédemment. On va faire -1 hein, pour lui indiquer qu'on veut trier par rapport à un ordre décroissant. Alors là, vous voyez qu'il continue, par contre, par tableau 2. Bon, ça, je n'ai pas testé, mais manifestement, on pourrait lui donner plusieurs clés de classement. Cette fois-ci, ça se fait avec des arguments séparés. Bon, il n'y a pas forcément de logique dans la construction entre la première fonction, qui était la fonction trier, et trier par, puisque vous voyez que pour faire la même chose, si j'avais plusieurs clés, eh bien, je pourrais le faire d'une manière peut-être plus simple, puisque l'écriture qu'on a vue tout à l'heure, là, avec les matrices, elle est quand même pas complètement anodine. Elle fait vraiment appel à des caractéristiques qu'on connaît peu. Donc voilà pour cette fonction. Alors maintenant, dernier point, ben c'est la possibilité de combiner. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur les fonctions triées, là où les fonctions triées, que ce soit triées ou triées par? Ouais, c'est bien l'argument matriciel. C'est quelque chose qu'on utilise pas mal dans ces nouvelles fonctions. Donc, alors là, on va simplement faire une nouvelle feuille, je vais l'appeler combo, hop, qui va consister par exemple à se dire qu'on veut avoir la liste des services classés par ordre alphabétique. Donc là, on va, si je veux avoir la liste des services classés par ordre alphabétique, bon, c'est la fonction unique, par exemple, qui permet de faire ça. Je vais aller dans les tableaux, et je vais prendre les services. Ah, j'ai bien ma liste de services, mais ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Donc si maintenant je veux que cet ensemble soit classé par ordre alphabétique, eh bien, je vais simplement marquer trier. Et voilà, alors bon, je termine, ça va être classé. Et vous voyez, simplement en combinant les deux, eh bien, j'obtiens bien mon résultat. Et ça, derrière, je peux en faire ce que je veux. Je peux très bien utiliser ça comme argument d'un calcul un peu particulier. Alors, on va imaginer qu'on voudrait, par exemple, faire la somme des salaires pour les différents services, mais d'une manière dynamique. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit et l'idée des tableaux croisés dynamiques, mais c'est fait dans un tableau et dans lequel on n'a pas besoin de recalculer. Je pourrais très bien lui dire, ben, égal, somme, voici. Je lui désignais les salaires. Donc là, je lui désigne ma colonne des salaires. Et tout ça, encore une fois, c'est dynamique, point virgule. Alors non, hop, c'est pas ça. J'étais dans somme.si.ensemble. Donc là, il faut que je lui désigne, j'étais sur les services, donc je vais lui désigner la plage des services. Le point virgule, après, je vais lui indiquer dans cette colonne, je vais lui indiquer ça. Alors là, vous voyez que je fais référence à mon champ dynamique et il ne m'a pas pris la référence A2 jusqu'à A10, il a marqué A2 dièse. Ça, c'est une des caractéristiques, et c'est pour ça que je vais vous montrer ça, c'est qu'à un moment donné, dans un calcul, si on fait référence à une zone étendue, une zone dynamique calculée avec ce type de fonction, ou avec le calcul matriciel, eh bien, il va rajouter une symbolique particulière qui va prendre la première cellule de ce champ et faire suivre d'un dièse. Et lui, il saura au moment du calcul que c'est la totalité du champ dynamique susceptible de se modifier qui va être prise en compte. Donc derrière, là, ça me désigne l'ensemble des critères et derrière, je vais lui indiquer que je veux mes salaires
Alors, le fait que ici, je n'ai pas désigné une seule cellule, mais un champ, va faire qu'il va considérer que l'ensemble, hein, si on en revient au point de départ du calcul matriciel, que l'ensemble de ces calculs-là, que ce calcul-là, dans la mesure où, à un endroit où il s'attend à avoir une seule valeur, je lui fournis une matrice, un ensemble de valeurs, eh bien, que le résultat va lui-même être un calcul matriciel. Et donc, il me fait automatiquement le calcul. Et tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que si jamais je rajoutais encore un service, hein, on va revenir dans le tableau et on va créer un nouveau service. On va créer le service infra. Ce que ça peut vouloir dire, mais si on revient là, hop, alors le problème c'était le combo, j'ai ici mon service infra avec le salaire correspondant. Donc là encore, c'est fait d'une manière complètement automatique. Ça laisse quand même plein de possibilités de nouveaux calculs et de tableaux de bord dynamiques. Avant, on faisait des tableaux de bord dans lesquels il y avait un petit peu d'intervention en faisant recalculer les tableaux croisés dynamiques. Mais là, en utilisant à la fois les tableaux qui sont auto-extensibles et ces schémas de calcul et ces nouvelles fonctions de calcul, on peut vraiment avoir des choses qui sont très pointues, très performantes et dans lesquelles on n'a rien à faire. Alors ça peut être intéressant aussi quand on est plusieurs à travailler sur un même tableau ou sur une même liste et que chacun doit avoir accès à une partie de la liste qui lui correspond, par exemple. Moi, j'ai vu ça dans des entreprises où on avait un tableau, par exemple, d'intervention technique à faire sur une journée et puis chaque personne avait un onglet avec l'extraction de ses interventions. Et ben là, on peut avoir quelque chose qui est fait de manière complètement dynamique. Avec pour chaque personne son onglet sans qu'il y ait de modification et de réajustement manuel à faire. Donc voilà, bon, j'ai terminé sur ces présentations. Il y a d'autres fonctions de calcul. Une fonction qui s'appelle séquence, hein, qui peut être intéressante, mais je veux dire, c'est un peu gadget. Alors, typiquement, je l'ai utilisé quand j'ai fait la répartition des anciennetés tout à l'heure, qui permet d'avoir une séquence de nombres. Donc là, je lui indique que je vais avoir 10 lignes, sur une seule colonne, qui démarre à 5, qui vont de 3 en 3. Donc voilà, si ici je lui indiquais que je veux que mes valeurs, que j'en veux que 7, tac, vous voyez que ça se fait d'une manière relativement simple. Et ça doit aller de 4 en 4. C'est très simple à faire, beaucoup plus simple que si j'avais à écrire une formule de calcul, à la recopier, etc. Là encore, c'est un champ qui est dynamique. Voilà, bon. Là, on a la même chose, mais avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc, c'est des choses qui sont utilisables de temps en temps. Ça, c'est des besoins très particuliers. C'est plus des besoins, entre guillemets, de formateur ou de construction de jeux d'essai, où il y a de la génération de nombres d'une manière automatique. Et là, on a le pendant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des fonctions de calcul qui s'appellent aléa, qui permettent d'avoir des nombres d'une manière aléatoire. Là, on a un tableau de nombres aléatoires. Alors, moi, pour ceux qui suivent les formations, quand vous avez des grandes successions de valeurs numériques qui sont saisies, je ne m'embête pas à taper des nombres. Je me suis construit des tableaux qui me génèrent les nombres d'une manière automatique. Voilà. Quand je les ai construits, ça n'existait pas et j'ai passé quelques heures à construire ces outils de génération de tableaux numériques, alors que maintenant, c'est complètement inclus. Alors là, il y a une utilisation un petit peu gadget, parce que là aussi, ça correspond à des choses. J'ai une liste de personnes, par exemple, et là, j'ai des équipes, et des équipes qui pourraient avoir le même effectif ou pas le même effectif, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait des rotations. Et donc que les personnes ne soient pas toujours affectées ensemble. Et en fait, on pose en fait la structure de l'équipe. Là, j'ai une équipe 1 qui a 7 ou 8 personnes, l'équipe 2, 4, etc. Et après, le résultat, c'est issu d'un nombre aléatoire en fonction du nombre de valeurs, etc. Bon, je vous laisserai regarder ça.
trop. Et si ça vous intéresse, ça peut, en tout cas, ça restera dans le fichier. Hein, mais moi, j'ai eu à faire ça pour des répartitions de tâches à la maison, on va dire, hein, ou dans un groupe, au moment où on partait dans des gîtes et où on voulait que les gens se rencontrent, hein, tout en faisant des travaux qui étaient, entre guillemets, les travaux ménagers de la vie quotidienne. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Là, moi, j'ai terminé. On a répondu déjà à un certain nombre de questions au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Dites-moi si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce genre de fonction, si vous avez des idées d'utilisation, hein, parce que là, je vous dis, c'est quelque chose de relativement nouveau, hein, puisque c'est disponible pour des gens qui sont en mise à jour depuis le mois de juillet, dans les mises à jour tous les 6 mois. Donc c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas encore de retour. Alors déjà, moi j'ai relativement peu de clients en formation présentielle qui soient sur Office 365. Mais voilà, derrière, c'est quand même... de toute façon, il faut savoir que c'est la tendance et ça fait partie des outils qu'on est susceptible de retrouver de plus en plus. Alors effectivement, Jean-François, c'est assez dense. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte vous avez peut-être rencontré des choses comme ça ouais, dans les filtres. Quand je vous ai montré le et le ou logique, hein, le fait qu'on fait des multiplications ou des additions, ça, ce sont des choses qui sont utilisées dans des tableaux un peu complexes, mais même sur les anciennes versions. Moi, j'ai eu le besoin de faire ça. Alors, en gestion du personnel, oui. Typiquement, si Cathy, si vous travaillez dans le domaine de la gestion du personnel, de toute façon, Excel, c'est vraiment la boîte à outils permanente. Et tout ce qui est gestion de données, les tableaux croisés dynamiques, moi, j'ai beaucoup travaillé en gestion des ressources humaines. Hein, puisqu'à une époque, je diffusais un des produits pendant une dizaine d'années, j'ai diffusé un des produits leaders sur le marché français, en gestion des ressources humaines sur PC. Et effectivement, la majeure partie de ce qu'on l'on faisait, on aurait pu le faire d'une manière quasi directe avec Excel. Et là, avec les nouveaux outils, et notamment Power Query, Power Pivot, c'est encore plus vrai, avec des choses qui sont vraiment fantastiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, ces fonctions de filtre, etc., c'est vraiment top. Parce que derrière, on peut faire une multitude de calculs. Ah, alors là, je ne sais pas. Google Sheets, je ne connais pas du tout. Si vous voulez, moi, je ne suis pas... Bon. J'ai été élevé au biberon dans les produits Microsoft. Et puis, les produits Google... Oui, Jean-Pierre, le replay, c'est prévu pour tous les gens qui étaient inscrits. Hein, parce que vous étiez 160 personnes inscrites, et là, on est peut-être une quinzaine ou une vingtaine, je ne vois pas tout le monde, mais oui, il y a plein de gens qui s'inscrivent essentiellement pour avoir le accès au replay. Ouais, Roland, je te donnerai de manière spécifique hein, la manière de charger les outils annexes. En fait, c'est tout simplement dans les compléments. Donc, quand on vient dans Fichier et puis dans Options, ici, il y a Complément. Alors, selon la version qui est utilisée, alors complément, ça met un peu de temps, mais ici, tu vois que j'ai Power Pivot. Bon, selon les versions, on peut avoir davantage d'outils qui sont proposés ou pas. Sur des versions un peu anciennes, comme la version 2010, il faut aller télécharger Power Pivot et Power Query pour pouvoir prendre ces éléments-là. Alors, oui, le domaine associatif, de toute façon, dès qu'on gère des listes de personnes, etc., c'est vraiment intéressant d'utiliser ces outils.
Alors moi, dans le domaine associatif, j'ai monté des tableaux, notamment de gestion, parce que dans l'association, s'il n'y a pas de salariés, si on n'est pas assujetti à la TVA, etc., on peut largement utiliser Excel pour gérer même des choses comme la trésorerie, parce que c'est relativement simple à faire. Et effectivement, après, tous les outils de gestion de données et d'analyse sont vraiment super intéressants. Ça permet de faire des comptas presque analytiques, poste par poste, mois par mois. Moi, j'utilise aussi évidemment pour des notes de frais. Mais la gestion de données, elle est largement sous-utilisée par rapport à ce qu'on peut faire. Et je pense que une partie des sessions que je mettrai en place, ça sera des utilisations d'Excel. Donc c'est pareil, si vous avez des idées, des besoins, il ne faut pas hésiter dans les questions. Bon. Après, il y a des choses, on les montrera plus pour les gens qui prennent les formations. Mais voilà, bon, c'est intéressant de le faire. Ouh, je suis content, je suis presque dans le timing là. Alors, est-ce que vous avez des questions techniques ou des questions autres? Alors, un petit point, c'est que le fichier, c'est un fichier XLSM, parce qu'il y a une petite macro, n'ayez pas peur, c'est une macro qui ne permet qu'une seule chose, c'est de récupérer l'adresse complète d'un champ. C'est une macro qui fait ça, adresse AI, qui permet d'avoir l'adresse du champ tableau et qui permet d'avoir l'adresse complète. C'était simplement, parce que dans les exercices sur filtre, je voulais qu'on fasse la distinction entre un champ nommé qui contenait tout, y compris les en-têtes, c'est tableau complet. Et ça, c'est un nom qui a été donné. Et derrière, oui, Laurent, alors ça sera avec plaisir. Par contre, les prochaines sessions seront payantes. Alors, pour arriver sous la forme tableau, on clique sur sa liste et puis insertion. Et ici, on a tableau. Oui, Roland. Mais vous avez ça, je t'ai rajouté, Roland, je t'ai rajouté les modules, vous saurez tout sur, dans lesquels il y a le calcul sur les heures. En fait, le calcul sur les heures, il suffit de taper 1, 2.30, 2, 2.35, et puis on peut additionner de manière directe. Donc, c'est très facile. C'est un des outils Excel, que ce soit sur le calcul sur les dates ou le calcul sur les heures, c'est l'outil que je connais qui est le plus simple à utiliser, avec derrière parfois des astuces de formatage, mais dans le module, vous saurez tout sur, là on est regroupé par thématique, donc il y a tout sur les dates, dans les dates il y a aussi les heures qui sont traitées. Donc on peut effectivement faire plein de calculs horaires là-dessus. C'est pareil, si tu as des questions particulières, n'hésite pas à les faire passer. Donc, comme vous êtes peu nombreux à avoir pris les formations, tout ce qui est groupe, ça fonctionne pas trop. Mais voilà, après, comme vous êtes peu nombreux, ça peut me permettre de répondre de manière très directe. Alors, soit sous forme de vidéo, parce que l'idée, c'est aussi de chercher presque de faire une sorte de club des utilisateurs et de faire en sorte que les gens découvrent plein de fonctionnalités qu'on a dans Excel, qui sont vraiment des fonctionnalités intéressantes et importantes et que je vois vraiment mes 30 dernières années de formation, que j'ai vu plein de choses qui étaient sous-utilisées et des gens qui faisaient faire des développements avec notamment des macros alors que les fonctionnalités existaient directement dans Excel. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce que je vous avais dit... Ah non. Là, lieu de domicile, lieu de réunion, non. Non, là, il faut passer... déterminer des frais kilométriques. Il faut avoir le kilométrage. Et le kilométrage, le plus simple, c'est de passer par des outils comme Google Maps. Alors, peut-être que dans Google Sheet, il y a ce type de fonctionnalité. Dans les outils de cartographie de Microsoft, il y a peut-être un truc comme ça, mais là, j'ai jamais trop cherché. Après, c'est quand même un petit peu aléatoire, tout ça.
parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Donc voilà, bon, mais là, je sais pas, peut-être que là-dessus, mais je ne sais pas du tout s'il y a les fonctionnalités dans Google Sheet pour utiliser la cartographie de Google. En tout cas, pour l'instant, chez Microsoft, il ne me semble pas qu'il y ait. S'il n'y a pas de questions sur Excel, j'enregistre ça. Et donc, bon, bien sûr, je reprends un petit peu parce que je vous avais dit qu'à la fin, on parlerait quand même d'un point important qui était le financement de vos formations. Alors, parce que je sais que certains d'entre vous ne sont plus salariés ou n'ont plus ce problème-là. Mais ouais, alors là, ça met du temps à s'afficher. Voilà. Donc, vous recevrez dans votre boîte mail le lien pour le replay. J'y joindrai une offre spéciale pour rejoindre nos formations. Donc, nos formations, c'est les formations en ligne, où vous avez plein de modules, des choses un petit peu comme ça, mais c'est plus structuré, c'est plus découpé, c'est pas une grosse masse. Voilà, bon, vous pouvez demander à Roland qui a acheté la formation. Donc, c'est en complément de toute façon de cette offre qu'on est en train de vous proposer. Il y a un point important qui a strictement rien à voir. Là, c'est simplement de l'information. Puisqu'on parle de formation, est-ce que vous êtes préoccupé de convertir vos heures diff en CPF? Alors là, je m'adresse aux salariés ou aux anciens salariés. Pendant 4 ou 5 ans, vous avez cumulé des heures de diff. Et ces heures de diff, normalement, vous pouvez les convertir en heures de CPF. Une heure de diff égale en gros 15 €. Ces heures que vous avez cumulées jusqu'à début 2015, ces heures, si vous ne les convertissez pas d'ici la fin d'année, elles vont être perdues. Donc, si vous êtes salarié ou si vous avez été salarié et si vous aviez des heures de diff non consommées, donc en gros, si vous n'avez jamais demandé lorsque vous étiez dans cette position de salariat, si vous n'avez jamais demandé à bénéficier d'une formation diff, puisque c'était à votre initiative normalement que ça se faisait, si vous n'en avez jamais fait, mais vous avez un compteur diff pour des gens qui ont été salariés sur toute la période, de 1800 heures qui peuvent être créditées à votre budget de formation. Donc profitez-en. Ne laissez pas tomber ça, c'est de l'argent qui va tomber dans une escarcelle commune gérée par la Caisse des dépôts. Ça peut vous servir à vous, et si vous avez des projets de formation, là je ne prêche pas pour ma paroisse, mais ça pourrait, puisqu'on va mettre en place des formations en ligne, avec le confinement, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire des sessions de formation comme ça, mais qui seront peut-être plus interactives, avec des groupes, puis mais j'ai quand même le sentiment, moi, que ça fonctionne, ce qu'on est en train de faire. Même là, mais avec peut-être plus d'interruptions et des moments pour faire des exercices. Eh bien, et vous donnez la main et que vous montriez ce que vous avez fait. Il faut aller sur votre compte CPF. Donc, vous allez sur Internet, vous cherchez compte personnel de formation, et vous connectez à la plateforme de la Caisse des dépôts qui gère votre compte personnel de formation. Donc là, vous pourrez vous connecter soit avec votre numéro de sécu, soit avec votre numéro d'impôt, etc. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que vous pouvez récupérer de l'argent qui va vous servir pour faire plein de formations. Et pas que des formations, bien sûr, sur Excel. Donc, ne laissez pas passer cette occasion. C'est pas tout le temps qu'on a un cadeau. Et là, c'est vraiment les formations que vous choisissez. Moi, je connais des gens qui ont fait des formations complètes de reconversion, qui ont acheté des formations de coaching à 5 ou 6 ou 7 000 €, chose qu'ils n'auraient jamais pu se payer en direct, tout simplement parce qu'ils avaient récupéré les 1800 €. Donc, n'hésitez pas à le faire. Profitez de ce temps de confinement. On a peut-être un peu plus de temps pour aller
à la pêche aux informations, et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et sinon, mais écoutez, c'était avec un grand plaisir, cet exercice un peu nouveau. Bon. Alors je ne sais pas, dites-moi comment vous avez trouvé cette session, si c'est suffisamment fluide, si au niveau technique c'est bon, si on arrive à suivre, ou si je vais trop vite. Alors oui, il faut digérer tout ça. Un peu rapide, mais l'idée, ouais, 2 heures c'est long, ouais, mais là il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à voir. Après, de toute façon, le but, parce que là aussi, moi je travaille beaucoup sur les aspects de mémorisation. Je fais de la formation, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps. Tout vient de la répétition. Donc l'idée, c'est vraiment après que les gens puissent se poser et puis reprendre le replay et puis revoir. Les replays, on va les intégrer complètement de toute façon à aux formations. Donc, bon, Roland, par exemple, qui a la formation, il aura le replay sur toute la période de son abonnement. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'enrichir nos formations avec des choses qui sont un petit peu différentes. Donc en tout cas, je vous remercie de votre participation active. Hein, c'est vrai que c'est plutôt agréable de mon point de vue. C'est complètement nouveau. Je trouve ça super intéressant d'utiliser ces outils. Oui, alors typiquement, si vous avez peu travaillé, on a des cycles de formation qui s'adressent à des débutants. Hein, donc là, c'est Roland peut vous en parler. Hein, après, vous pouvez échanger vos coordonnées par mail. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, si vous devez utiliser dans un cadre associatif Excel, ça vaut le coup en fait de passer un peu de temps. On a les premiers modules hein, où on part d'Excel à partir de zéro et où on comprend vraiment toutes les notions sur lesquelles je suis passé très vite, comme les références absolues. On y passe beaucoup plus de temps parce que ce sont des choses fondamentales, notamment dans les anciennes versions. Non, Roland, mets-la toi-même. Roland, ton adresse mail. Si tu veux la donner au groupe là, pour que les gens puissent échanger. Et Roland ne touche pas de pourcentage sur les ventes qu'on réalise. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. De toute façon, on va faire ça tous les. Ah, mais c'est négociable, tout est négociable. Je vous ferai bien sûr une pub sur les prochaines sessions. La prochaine, ça sera sur la fonction si, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à passer le cap de la fonction si, et ça a été largement amélioré dans les autres versions d'Excel. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Profitez bien de la fin d'après-midi. C'est pile l'heure du goûter. Donc, je vais aller boire un petit thé. Et à bientôt. Au revoir. Merci en tout cas à vous tous de votre présence. Au revoir.